télévision, la télé-vérité. Canal télévision, la télé-vérité. Il est 19h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, soit une heure de plus dans la partie est. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mardi 27 janvier 2026 à l'inauguration du nouveau campus de l'Université de Kananga, la plus grande institution publique d'enseignement supérieur et universitaire de la province du Kasaï central. Le détail avec Gilles Boulembe. Suivez. Cette infrastructure aux standards internationaux offre une capacité d'accueil d'environ 3500 étudiants et comprend 2 bâtiments administratifs avec 72 bureaux et salles de réunion. Elle est dotée de 16 auditoires de 200 places chacun et 3 blocs résidentiels pour étudiants d'une capacité de 200 personnes auxquelles s'ajoutent 2 grandes bibliothèques, 14 laboratoires de recherche, une salle informatique ainsi qu'un restaurant. L'Université de Kananga propose une offre de formation diversifiée répartie en 7 filiales et 3 écoles spécialisées dans des secteurs clés tels que les sciences économiques et de gestion, les sciences informatiques, les sciences agronomiques, l'environnement, la santé publique, la médecine et le droit. Ce joyau architectural a été conçu de manière à entretenir un cadre de vie complet favorisant l'excellence académique, l'innovation et l'épanouissement des étudiants. C'est un chef-d'œuvre qui va au-delà de l'aspect académique puisqu'il prévoit d'alimenter la cité universitaire en l'électricité à l'aide notamment d'un champ photovoltaïque de 330 kVA et de désenclaver la province. L'aménagement de ces chefs-d'œuvre concrétise l'engagement du président de la République de doter chaque province d'infrastructures universitaires modernes et d'offrir à la jeunesse des conditions d'études à la hauteur de ses ambitions. Les travaux de construction entamés en 2022 ont été achevés en décembre 2025. Une exécution sur 3 ans avec un financement sur fonds propres du gouvernement. L'Université de Kananga se positionne définitivement comme un pôle de formation pour l'ensemble du pays. La première ministre Judith Suminwa a présidé à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa à la journée de mémoire de Bunagana à Uvira, consacrée à la résistance, la résilience et à l'unité du peuple congolais dans un contexte marqué par l'agression du Rwanda de Paul Kagame. Un reportage d'Alenoka. La journée en mémoire de Bunagana à Uvira, présidée par la première ministre Judith Suminwa à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, organisée par le ministère de la Communication et Médias, a porté notamment sur la résistance, la résilience et l'unité du peuple de la République du Congo dans un contexte d'agression du pays par le Rwanda de Paul Kagame. Pour l'organisateur, cette journée a été un moment particulier du recueillement et des réflexions collectives en hommage aux victimes de la guerre d'agression du Rwanda à l'est de la RDC. Elle a servi le cadre pour faire une analyse de multiples dimensions du conflit à l'aide des différents panels institués pour la circonstance. L'on a noté dans le registre des panels les drames humanitaires, les enjeux économiques, la justice pour les victimes et la restauration de l'intégrité territoriale. Tous ces échanges étant développés en présence de la chef de gouvernement ont mis en évidence la complexité de la crise sécuritaire et la nécessité d'une réponse globale, cohérente et durable. Pour la clôture de cette grande rencontre, la première ministre a salué la résilience du peuple congolais et a réaffirmé son engagement de faire face à l'agression du Rwanda. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime en ce jour de mémoire et non de rappel de la douleur pour celles et ceux de notre peuple
dont la vie a été arrachée dans les conditions effroyables, ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration. C'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, ou qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. Le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour sa part, a insisté sur la nécessité de placer la justice et la reconnaissance des victimes qui devra être au centre du processus de paix. Et sachez également que la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a ouvert un atelier national marqué par le lancement de l'initiative du système d'alerte précoce pour tous en République démocratique du Congo, une initiative qui vise à protéger l'ensemble de la population face aux catastrophes naturelles. Alenoka, une fois de plus. L'atelier du système d'alerte précoce pour tous a été lancé par la chef de gouvernement Judith Suminwa. Ce système d'alerte consiste à informer en temps réel la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires à partir de 2027 en République du Congo. Une initiative conçue conjointement par les ministères de l'Intérieur et les Nations Unies vise à renforcer la gestion des risques des inondations, des érosions, des sécheresses. C'est là grâce à la surveillance, à la prévision et à la communication en temps réel, un mécanisme qui a été salué à juste titre par la première ministre de la RDC, dont le gouvernement tient en premier lieu à la protection de la population sur l'ensemble du territoire national. Le changement climatique, la démographie galopante, couplée à l'urbanisation sauvage et aux constructions anarchiques, augmentent les risques de catastrophes récurrentes dans notre pays, rendant les populations et les infrastructures très vulnérables. Et je pense qu'ici à Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville ne nous dira pas le contraire avec tout ce que nous avons subi ces dernières années. Les VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Jacques Chabani, présent à cette cérémonie, a insisté sur la protection des populations face aux catastrophes. Il a épinglé à l'occasion que le gouvernement s'est engagé dans la droite ligne d'instauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de la RDC. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en charge des réductions des risques et catastrophes, Kamal Kishar, a reconnu les efforts et les mérites du gouvernement de la RDC dans la gestion et risque des catastrophes. Il a pour ce faire plaidé pour ne pas laisser les aléas naturels se transformer en catastrophes dévastatrices. Il a, une fois de plus, félicité l'État congolais pour avoir créé la Direction générale de la protection civile au pays. Et tout à fait autre chose à présent, sous l'impulsion du ministre de Mines et son Excellence Louis Vantoum à Kabamba, la phase du contrôle des entités cubro-cobaltifères est bouclée. Un rapport adopté à l'unanimité place à l'assainissement du secteur minier pour que les richesses du Congo profitent au peuple congolais. Reportage de Bénédicte Diabangama. Après plusieurs jours de travaux, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, Louis Vantoum Kabamba, a officiellement clôturé sa première phase de mission du mois de janvier dans la province du Haut-Katanga. Cette mission a été consacrée au contrôle de la conformité administrative, juridique et technique des entités de traitement des substances minérales de la filière cupro-cobaltifère. La cérémonie de clôture, présidée par le président de la commission, Franck Fouamba, a été marquée par la présentation du rapport circonstancié, également appelé rapport d'étape. À cette occasion, le président de la commission a transmis le remerciement du ministre des Mines à l'ensemble des membres de la commission et de différentes parties prenantes de la province pour leur engagement sans relâche, ainsi qu'aux autorités provinciales du Haut-Katanga, dont le gouverneur intérimaire pour leur accompagnement. Dans son allocution, Franck Fouamba a rappelé les attentes du peuple congolais telles qu'exprimées par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, d'assainir le secteur minier afin que les immenses richesses du pays profitent réellement aux filles et fils de la République démocratique du Congo.
Ce sont les minéraux des Congolais qui doivent profiter aux Congolais. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. On le fera avec vous. On devra le faire dans l'ordre. Mais assainir, on va assainir de façon que ce qui sera fait profite aux artisanaux, aux coopératives, au gouvernement provincial et au gouvernement national. Composé des représentants du ministère de Mines, des coopératives miniers, des négociants et de la société civile, la commission élargie a été structurée en 3 sous-commissions, administratives et juridiques, techniques ainsi que traçabilité et conformité. Tout s'est déroulé dans un climat de calme et de sérénité. Les équipes ont mené des auditions successives des entités concernées, couplées à des descentes sur les sites des usines de traitement afin qu'aucun détail ne soit échappé à l'évaluation de la commission. Ces travaux ont été sanctionnés par un rapport adopté à l'unanimité témoignant du sérieux et du professionnalisme qui ont caractérisé la présente mission. La République démocratique du Congo franchit une étape décisive dans la consolidation de son dispositif de lutte contre la criminalité financière. Pour ce faire, Doudou Fwamba à Lukoundé a reçu une mission de haut niveau du groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique orientale et australe. Un reportage signé Jéboulembi. Cette rencontre marque une avancée significative dans le processus d'adhésion imminente de la RDC à cette organisation régionale de référence, renforçant ainsi l'arsenal national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux standards du groupe d'action financière. Au cours des échanges, la délégation de l'ESA-MLG a salué la détermination et l'engagement constant des autorités congolaises. Le secrétaire exécutif de l'organisation, Madame Fikile Zita, a reconnu les efforts substantiels consentis par les gouvernements congolais malgré un contexte marqué par des défis structurels et sécuritaires. Le groupe anti-blanchiment de l'Afrique australe et orientale va aider la République du Congo à se conformer aux recommandations du GAFI et à être plus efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc ensemble avec le GABAC, le groupe où le Congo est déjà membre, donc on va collaborer ensemble pour progresser. Et en tant que groupe et en tant que pays, donc le Congo va être plus performant en matière de cette lutte. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukoundé Libotaï, a mis en exergue les avancées majeures réalisées sous le leadership du président de la République, la mise en place de mécanismes et plateformes de coopération internationale dédiées à la traçabilité des produits du crime, le renforcement des capacités techniques des services spécialisés dans la lutte contre la criminalité financière. Intervenant également lors des travaux, Madame Mamitiana Rajaounarizon, directeur général de la cellule de renseignement financier de Madagascar et membre de la mission, a souligné la complémentarité stratégique entre l'ESA-MLG et les GABAC, groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, dont la RDC est déjà membre. Selon lui, cette double appartenance conjuguée à l'intégration de la RDC au sein de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est EAC constitue un levier important de performance et de coordination pour l'ensemble de la sous-région. Cette intégration permettra à la RDC non seulement de sortir durablement de la liste grise du GAFI, mais également de renforcer la crédibilité de son système financier et de sécuriser davantage son climat des affaires en vue d'attirer des investissements transparents, responsables et durables. La question des arriérés de salaire et de l'impaiement des indemnités de sortie de députés provinciaux honoraires de la législature 2018-2023 au cœur des échanges entre le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, et les députés provinciaux honoraires de la législature 2018-2023 à suivre. Les députés provinciaux honoraires de la législature 2018-2023 ont été reçus par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya. Ils étaient venus exposer leur situation relative aux arriérés de 10 mois et aux indemnités de sortie
D'une oreille attentive, le ministre Samuel Mbemba a été mis au parfum de cette situation qui, selon le président de ces collectifs, handicape plusieurs familles. Le numéro 1 des droits humains a promis son implication pour trouver des solutions à cette situation. J'ai bien noté cela, j'ai reçu aussi votre mémo. J'attends les détails chiffrés du dossier pour que, à mon tour, je puisse me référer à l'autorité du gouvernement, donc son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Déjà, je vous rassure que je me ferai votre porte-parole au niveau du gouvernement. Une satisfaction pour la délégation de ce député honoraire exprimée par l'honorable Joseph Magbaka Dingbo, président du collectif de députés provinciaux honoraires de la législature 2018-2023. Comme nos droits sont violés, nous sommes venus rencontrer le ministre en charge des droits humains pour que lui puisse porter haut et fort nos desiderata. Et il nous a promis de nous accompagner par rapport à la C'est une bonne initiative. Nous félicitons le ministre par rapport aux travaux qu'il est en train d'aménager pour écouter les opprimés. Ici est de noter que c'est la 4e semaine de suite, depuis le mardi 6 janvier 2026, que le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, reçoit chaque mardi les doléances de toutes catégories et de tout genre. Il tire cette compétence de l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre portant attribution du ministère. La vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a accordé une audience au chargé d'affaires intérim des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo au centre de la rencontre. La mise en œuvre de l'accord de Washington, un cadre structurant de la collaboration entre les USA et la République démocratique du Congo. Regardez. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, fondée sur une coopération bilatérale soutenue et mutuellement bénéfique. Les échanges ont porté principalement sur la mise en œuvre de l'accord de Washington, cadre structurant de la collaboration entre les deux pays. On a discuté la RDC. Les deux parties ont souligné l'importance d'un dialogue pragmatique et constructif axé sur la concrétisation des engagements pris, notamment dans les domaines économiques, stratégiques et de la gouvernance. Une attente particulière a été accordée aux opportunités de coopération visant à promouvoir les investissements, la stabilité régionale et les développements durables. Je suis très content et je suis très optimiste qu'on va réaliser beaucoup pendant mon séjour ici. À travers cette audience, la République démocratique du Congo et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat solide fondé sur la confiance, le respect mutuel et la poursuite d'objectifs partagés au service des intérêts de leurs peuples respectifs. Et dans le reste de l'actualité, sachez également que le ministre provincial de Finances, Économie et Numérique de Kinshasa, Magloire Kabemba, a officiellement lancé la période de déclaration et paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs qui s'étendra jusqu'au 1er février 2026. C'était lors d'un point de presse organisé par le ministère provincial de Finances en collaboration avec la direction général de recettes de Kinshasa de GRK en sigle. Reportage de Plamedi Benza. Le ministre provincial de Finances, Économie et Numérique de Kinshasa, Magloire Kabemba, a présenté les documents officiels attestant le paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, ainsi que le cas échéant de taxes sur le véhicule visant à accroître les recettes locales avant la date de paiement fixée au 1er février 2026.
Cette présentation a été faite lors d'un point de presse organisé par le ministère provincial de Finances en collaboration avec la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, marquant ainsi le lancement de la campagne de recouvrement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif pour l'exercice 2026. Toute personne physique ou morale est tenue de souscrire chaque année, au plus tard le 1er février, une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés. La déclaration est faite suivant le modèle arrêté par la Direction générale des recettes de Kinshasa et peut être faite dans les bureaux de la DGRK installés à travers la ville ou en ligne sur le site de la DGRK. Au cours de cette activité, le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kaja Kamboa, a insisté sur l'importance de la décentralisation de sites de perception afin de faciliter l'accès de contribuables. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la conformité fiscale. L'affichage public de contribuables en règle, l'ouverture des guichets supplémentaires et la conditionnalité de certains documents d'état civil au paiement régulier des impôts urbains sont parmi les mesures prises par les autorités sous l'impulsion du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, pour consolider la transparence et l'efficacité du système fiscal de la ville de Kinshasa, tout en renforçant la culture de la citoyenneté fiscale. Et sachez également que la centrale électorale a commencé à préparer l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Sankourou en annonçant la tenue de cette élection le 24 mars prochain. La CENI a procédé à la publication du calendrier de cette élection. Commentaire d'Alenoka. L'administration électorale informe l'opinion publique suivant la lettre du 12 janvier 2026 du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qui a notifié la vacance observée du pouvoir exécutif dans la province de Sankourou et la nécessité d'organiser l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de Sankourou. À cet effet, la centrale électorale a pris acte de la démarche de la vice-primature de l'Intérieur, conformément à l'arrêt numéro R-Cost 2520 rendu par la Cour constitutionnelle. Pour cette raison, par sa décision du 26 janvier 2026, la CENI a procédé à la publication du chronogramme de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province d'Issankourou de la manière suivante. Le 26 janvier 2026, publication de la décision de la CENI portant calendrier de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province d'Issankourou. Du 28 janvier au 3 février 2026, préparatifs techniques, formation du personnel et aménagement du bureau de réception, traitement des candidatures. Du 4 au 10 février 2026, dépôt des candidatures auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI basé à Lusambo. Du 11 au 15 février 2026, ajoute, retrait ou substitution des dossiers des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province. Du 16 au 18 février 2026, transmission des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI et délibération par l'Assemblée plénière. Le 19 février 2026, publication de la liste provisoire du candidat gouverneur et vice-gouverneur de la province d'Issankourou. Du 21 au 22 février 2026, dépôt de recours en contestation de la liste provisoire des candidats devant la cour d'appel du Sankourou faisant office de la cour administrative d'appel. Du 23 février au 1er mars 2026, traitement de contentieux des candidatures par la cour d'appel du Sankourou faisant office de la cour administrative d'appel. Du 2 au 6 mars 2026, notification à la CENI des arrêts de la Cour administrative d'appel. Le 9 mars 2026, publication définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province d'Issankourou. Du 19 au 17 mars 2026, accréditation des observateurs et journalistes au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Lusambo. Le 24 mars 2026,
Élection du gouverneur et vice-gouverneur par les députés provinciaux du Sankourou. Cette élection sera suivie de la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI et affichage au bureau des votes. En fait, la proclamation des résultats définitifs interviendra le 10 avril 2026. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de quartier Kwengi, Mboloko, Banono M et Madimba dans la commune de Matete. Les travaux de réhabilitation de routes, construction et rétablissement caniveau avancent très bien. Le détail avec Bénédicte Diabangama. La réhabilitation des routes et caniveaux à la commune de Matete à Kinshasa se matérialise. Les infrastructures routières de plusieurs communes, dont celle de Matete, afin de fluidifier le trafic par la réduction des embouteillages, améliorer l'accès aux centres de production et aux marchés, réaménager les quartiers pour le mouvement de la population et ses biens. Dans le tronçon reliant le quartier Kwengo, Mboloko, Banounou, les travaux sont en cours. Remblés des caillasses, une fois terminés, les conducteurs auront accès à leurs activités en toute quiétude. De l'autre côté, la construction et la réhabilitation des caniveaux, précisément au quartier Mandina et Mboloko, avancent également bien. D'autres réaménagements en cours signalés sur l'axe Mandina et Mboloko, où on passe les dallettes préfabriquées et bétonnage des collecteurs. Les habitants de ces différents quartiers et les usagers sont contents et n'attendent que la fin des travaux. Ce journal est complètement fini. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle du Kanakin Télévision. Le prochain numéro est pris demain jeudi. Mais entre-temps, bon suite des programmes et sur nos antennes. Au revoir. Canal Télévision, la télé-vérité.